Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Bien, le tribunal va statuer sur une sur une procédure de comparution immédiate. Alors vous, monsieur, vous êtes né le 27 novembre 1975 à Saint-Dizier. Vous êtes de nationalité française. Oui. Vous exercez quelle profession, monsieur? Plâtrier. Pardon? Plâtrier. Encore aujourd'hui? Non. Depuis quand? Depuis 4 mois. Donc depuis 4 mois, vous êtes sans profession. Oui. J'y reviendrai tout à l'heure. Monsieur, s'agissant d'une procédure de comparution immédiate, acceptez-vous d'être jugé aujourd'hui? Oui. Madame, vous êtes née le 11 juin 1966 à Saint-Dizier, c'est bien ça? Oui. Donc c'est la même chose, hein. Vous comparaissez en procédure de comparution immédiate. Acceptez-vous de comparaître aujourd'hui ou voulez-vous un délai pour préparer votre défense? Vous acceptez d'être jugé aujourd'hui. Bien, donc, Lydia, vous comparaissez aujourd'hui, suivant cette procédure particulière, pour avoir à Maastricht entre le 1er septembre 2010 et le 24 mars 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative de l'héroïne et de la cocaïne, substances classées comme stupéfiantes. Pour avoir à Vassy-Saint-Dizier, dans le département de la Haute-Marne, offert ou cédé sans autorisation administrative de l'héroïne, d'avoir à Canfun sur l'autoroute A31 dans le sens nord-sud au niveau de l'Observatoire des douanes, détenu et transporté de 805,8 grammes d'héroïne et 2,8 grammes de cocaïne. Monsieur, vous comparaissez pour les mêmes faits, puisque c'est la même manière, les 805 grammes d'héroïne et les 2,8 grammes de cocaïne ont été retrouvés dans votre voiture, puisque vous alliez tous les deux en voiture à Maastricht et que vous en reveniez. Vous avez donc été découvert à Thionville en possession de cette marchandise prohibée. Je rappelle votre situation judiciaire à l'un comme à l'autre. Lydia, vous avez été condamnée le 30 avril 2009 par le tribunal de Chaumont pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, à une suspension du permis de conduire pendant 2 mois à titre principal. Donc rien à voir avec les stupéfiants. Stéphane, vous avez été condamné le 20 février 2006 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 € d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Faits donc qui n'ont rien à voir avec la procédure d'aujourd'hui. Je rappelle également que vous avez fait l'objet d'un rapport d'enquête sociale, l'un comme l'autre. Stéphanie, vous avez évoqué vos expériences professionnelles, 3 ans comme artisan, plus 1 an en qualité d'employé dans le bâtiment. Mais vous venez de nous dire que depuis 4 mois, vous n'exercez aucune profession, c'est ça? Donc vous vivez avec quoi, monsieur, depuis ces 4 mois? J'étais en train de faire les démarches pour toucher les acédiques. Vous les avez fait, les démarches, ou vous vouliez les faire? J'étais en train de les faire. Pardon? J'étais en train de les faire. Et pourquoi vous avez attendu 4 mois pour les faire? Parce que j'ai réuni les papiers, parce que avant d'être licencié, j'ai été 1 an en arrêt maladie à cause de mon accident. Et c'est le fait à ça que j'ai été licencié. Puis peut-être que vous n'en aviez pas forcément besoin, hein? C'est quand même. Parce que vous avez déclaré, je reviendrai sur le fond, mais vous avez quand même déclaré que ce que vous arriviez à revendre, ça vous permettait de vivre au quotidien, hein, d'assumer les charges diverses. Donc vous expliquez que vous avez été opéré de l'artère fémorale, ce qui vous empêche de reprendre une activité professionnelle et ce qui vous empêche, selon vos déclarations, j'y reviendrai également, de consommer du cannabis, puisque, selon vos termes, ça bouche les artères. Mais je ne suis pas sûre que l'héroïne arrange les artères. Vous êtes toxicomane depuis environ 1 an, selon vos déclarations. Vous prenez environ 4 grammes par jour pour financer votre consommation et payer vos charges, etc. Vous êtes lancé dans le trafic d'héroïne. Donc le travailleur social précise qu'une mesure accompagnée de soins paraît indispensable, ainsi qu'une reconnaissance de travailleur handicapé pour retrouver un emploi. Madame, vous êtes toujours mariée, c'est ça?
vous ne vivez plus, vous êtes séparés actuellement, c'est ça? C'est ce que vous avez déclaré dans vos ce que vous avez dit dans vos déclarations. Il vit avec moi à la maison en ce moment. Il vit avec vous. Lui, donc, il travaille comme routier. Oui. Et vous n'avez pas d'activité? Non. Les enfants, ils ont quel âge, les enfants? 19, 13, 12. D'accord. Donc vous dites que votre mari est routier, qu'il s'occupe des enfants. C'est un peu incompatible, ça? Non, mais là, il a demandé à rentrer tous les jours, à faire les... Donc vous souffrez d'une toxicomanie, selon vos termes, depuis 2001. Vous avez été soigné par produits de substitution, mais vous avez rechuté quelques années après. Et vous souhaiteriez avoir un traitement de substitution pour vous soigner le plus rapidement possible. Moi, j'ai une question quand même, on y reviendra aussi dans le fond, mais vous précisez que vous souhaitez avoir un traitement de substitution, mais ça fait depuis 2001 quand même que vous consommez. Oui, mais j'y arrive pas. J'achète la méthanol noire. Mais pourquoi vous avez fait une première cure, mais plutôt que de consommer de la méthadone, de l'héroïne, et puis de l'héroïne, vous en consommez quand même pas mal, plutôt que de continuer dans cette voie-là, pourquoi ne pas chercher à effectuer une cure? On a cherché avec ma famille, on a PJJ. On est allé au Pueblo, ils veulent pas me donner de la méthadone, même jusqu'à Reims. Ça fait 2 ans qu'on se bat. Et vous avez des justificatifs de démarche que vous auriez faites auprès de ces établissements? À la famille, à la PJJ, à tout le monde, on a essayé et tout. Donc, pour résumer un petit peu les faits, je reviendrai sur les différentes déclarations. Vous l'achetez donc, cette héroïne, à 7 € le gramme à Maastricht, auprès d'une personne, de 2 personnes, de Rachid et de Saïd, qui vous fournissent apparemment habituellement. Vous en avez, cette fois-ci, vous avez investi 4 000 € pour l'achat d'héroïne brune et de blanche. Vous avez indiqué vivre sur le produit de votre vente, en céder 2 tiers pour en garder 1 tiers pour vous. C'est bien ça? Donc, vous arrivez à faire combien de voyages en tout? Par mois, vous faites combien de voyages? 2. 2 par mois? Et vous en avez... Ça fait combien de temps que vous en faites des voyages? Ça fait 4 mois. Vous avez déclaré que c'était depuis septembre Oui, mais au 2010. début, c'était des petites quantités. Au début, c'est des petites quantités, oui, mais... C'était pour toujours 30 est-il grammes, que- 40 grammes. C'est juste pour ma conso à moi, quoi. Et à la fin, vous ramenez quand même une quantité importante. Parce qu'après, parce que j'avais plus d'argent. Je touchais plus la sécu, je touchais plus mes demi-journées quand j'ai été licencié. Ça fait quand même 800 grammes, 805 grammes, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait quand même beaucoup d'argent pour la revente, ça. Parce qu'à 7 € le gramme, vous achetez ça 7 € le gramme et vous le revendez combien? Vous avez déclaré 25 €, c'est ça? Ça fait un beau bénéfice quand même. Mais c'est la seule fois, c'est le seul gros voyage qui a été fait, ça. Mais vous avez reconnu que vous aviez fait des voyages auparavant à raison de 200-300 grammes à chaque fois, avoir 300 Oui, grammes. Oui. Pas quotidiennement, mais de manière 800, régulière. C'était le seul. Je reviens aussi sur un problème, c'est que vous avez des cadeaux. Et vous avez des cadeaux qui sont quand même conséquents. Cette fois-ci, il y avait une grosse quantité en cadeaux. Il y avait combien la fois où vous avez été pris? Combien de grammes il y avait en cadeaux? 100 grammes. 100 grammes. 100 grammes de cadeaux, c'est pas tous les jours qu'on le voit. D'habitude, c'est 1 à 2 grammes, allez, 5 grammes pour faire goûter. Mais 100 grammes de cadeaux, ça veut peut-être dire que le trafic, c'est toujours au même... C'était les gens à revenir, quoi. Oui, c'est sûr, mais ça veut dire aussi que vous êtes un bon client. Non? Non, et là, c'était la seule fois que j'ai pris beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a dû faire un beau cadeau. Madame, vous avez mis plus de temps à reconnaître que vous consommiez et même que vous revendiez. Oui. J'ai une question à vous poser, puisque vous avez une procédure en cours vous concernant. C'est une procédure qui est très grave. Oui. C'est une procédure pourquoi?
Toujours l'histoire du méthadone. En fait, mademoiselle Julie me donnait sa méthadone en contrepartie, que j'y trouve quelque chose, ou je lui achetais, ou voilà. Donc en fait, je rappelle, je précise que cette personne qui avait 27 ans, vous fournissez effectivement de la méthadone, puisque vous consommez tantôt de l'héroïne, tantôt de la méthadone, quand vous n'avez plus d'héroïne. Disons que c'est à l'époque où on m'a retiré le traitement méthadone. Je l'en ai eu pendant 6 mois. Et du jour au lendemain, on m'a retiré mon traitement parce que le médecin n'était pas apte à prescrire de la méthadone. Donc j'ai commencé à en acheter au noir, quoi. Donc cette personne, vous échangez la méthadone contre de l'héroïne. Ou contre de l'argent. Ou contre de l'argent. Ou c'était de la cocaïne. Là, c'était de la cocaïne. Là, c'était de la cocaïne. Et cette personne, à 27 ans, en est décédée. Donc la procédure en cours, c'est une procédure pour homicide involontaire, ce qui est une procédure très grave. Et la question que tout le monde est amené à se poser, c'est pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas réagi pour dire maintenant ça suffit. Si, mais je n'arrivais pas à avoir de traitement, je vous assure. Oui, mais on ne réagit pas à ce moment-là. Vous aviez le Subutex. Pourquoi vous n'avez pas fait de cure de sevrage? Là, vous aviez une possibilité d'être admise en cure. Pourquoi vous n'avez pas cherché à faire une cure de sevrage? Mais on ne voulait pas me donner le méthadone, on voulait me donner du Subutex. Et oui, mais peut-être que c'est mieux le Subutex que l'héroïne, que continuer à s'approvisionner en héroïne. Je pense que c'est le fait que j'étais 6 ans sous Subutex et j'ai fait un sevrage de moi-même que je voulais pas replonger dans le Subutex. Parce que c'est très très long après à diminuer. Mais la méthadone aussi. Quand on voit les personnes qui consomment de la méthadone, ne croyez pas que ce soit plus court. Moi, personnellement, j'ai plus facile à diminuer la méthadone. Maintenant, Et pourquoi ne pas réagir plus franchement alors que vous avez des enfants? Parce que c'est un engrenage. J'arrivais pas à avoir de traitement. Je tombais dans un engrenage. Mais vous avez des enfants qui sont jeunes. Justement, je voulais pas... c'est compliqué. On se culpabilise et en même temps, c'est tellement dur de ne pas avoir quand on est malade qu'on ne sait plus comment faire. Oui, mais vous avez vécu en fait votre dépendance à l'héroïne en présence de vos enfants, ça vous ne le contestez pas, mais vous vous rendez compte que ces enfants, vous l'avez élevé uniquement là-dedans, en faisant du profit avec de l'héroïne, peut-être pas un gros profit, je ne dis pas ça, mais vous faisiez de la revente. Vous avez élevé vos enfants dans un contexte mais qui est sordide. Ça veut dire que les enfants, vous les habituez quasiment mineurs à la nécessité d'avoir de l'héroïne. Non mais, je sais, je me laisse pas... Mais je peux dialoguer avec eux quand même. Je leur disais que j'étais malade, que... Mais vous savez, je reviendrai sur l'audition de votre fils aîné. Oui. Ça laisse pantois sur l'éducation que vous pouvez leur apporter. Parce que j'avais peur que c'était le grand, que si je revenais pas, qu'ils préviennent, que mes deux petits soient pas... voilà. Donc ils m'étaient au courant. Bien, donc vous reconnaissez également consommer pour vos besoins personnels, en revendre pour vous faire un peu d'argent pour en racheter. Oui. Vous avez été retrouvé avec 1 700 € sur vous. Oui. Pourquoi avoir de l'argent liquide sur vous? C'est l'argent que mon mari m'avait donné pour m'acheter ma voiture. Et je l'avais gardé dans mon porte-monnaie, ça faisait 1 mois qu'il me l'avait donné. C'est un peu curieux d'avoir autant d'argent liquide. C'était pas plutôt pour acheter des stupéfiants et ne pas avoir trouvé ce que vous cherchiez? Non, je pense que je les aurais achetés là-haut. Peut-être. Mais moi, je trouve quand même curieux d'avoir de l'argent liquide. Sachant qu'il ressort de la procédure que vous avez fait pas mal de retraits d'argent liquide avant de partir. Pourquoi cet argent? Pourquoi avoir fait des retraits d'argent liquide si c'est pour le garder? Ben ça, c'était l'argent pour ma voiture. Et j'attendais d'avoir un peu plus pour m'acheter une meilleure voiture. Ça fait combien de temps que vous l'aviez, cet argent? Mon mari me l'a donné il y a la paye du mois dernier. La paye d'avant. Mais c'est quand même... mois. C'est quand même étonnant qu'il vous donne de l'argent liquide. Il vous donne toujours de l'argent liquide, votre mari? Non, là, c'était pour la voiture.
Là, vous avez investi quelle somme pour l'héroïne? 900. Oui, 900 plus 100 € pour la cocaïne, c'est bien ça? 80, oui. Oui, 80. Ça fait beaucoup quand même, hein? Bah oui, mais comme justement, il avait l'impression que ça dure longtemps, quoi. Que ça vous dure longtemps, puis que ça fasse quelques petits profits quand même, hein? C'était surtout pour pas Là, c'était retourner surtout pour ma consommation. vite. Mais sur les vous achetiez combien lorsque vous y alliez en dehors de cette fois-ci? Quand j'étais tout seul, j'avais entre 300 et 400 €. Ça fait combien, ça? Bah, si vous enlevez l'essence, 50 grammes, non? Votre fils, il dit pas tout à fait ça, hein? 50 grammes, quoi. 60 Votre grammes. fils, il dit que vous consommiez jusqu'à 100 grammes. Mais il se rend pas compte, hein. Il se rend pas compte. Non, mais il a J'aimerais jamais- vous dire, j'espère qu'il se rend pas compte. Mais je suis pas sûre. Non, Je suis pas sûre parce que j'ai l'impression, au vu de ses déclarations, qu'il se rend compte de beaucoup de choses, votre fils. Soit que vous l'ayez mis au courant directement, soit qu'il s'en soit aperçu. Il s'inquiète un peu, vous savez, quand il n'a pas eu de nouvelles, il essaye de vous appeler, il tombe sur le répondeur, il comprend pas, vous êtes en garde à vue. Il s'inquiète un petit peu et puis finalement il se dit quoi? Ah bah maman elle est allée là-haut à Maastricht, hein, parce qu'il le sait ça. Et puis bon, elle doit être en procédure, elle a dû se faire pincer. C'est quand même difficile, hein? Oui, je sais. C'est quand même difficile pour un enfant de cet âge-là. Il a quel âge votre fils? 18 ans? 19 ans. 19 ans. Quand on lui demande d'après vous pourquoi nous sommes venus chez votre maman, pour de la drogue, on lui demande s'il connaît un certain Saïd, parce qu'on retrouve ce prénom sur votre téléphone. On lui demande s'il le connaît, ce Saïd. Ben oui. Oui. Je sais, que savez-vous de ce Saïd? Je sais qu'il vend de la drogue à ma mère, il est bien en Hollande. On lui demande ce que vous consommez, de l'héroïne. On lui pose la question, vous parlez d'héroïne, savez-vous à quelle quantité elle devait en acheter aux Pays-Bas? Je sais qu'elle a gardé des sous pour la voiture. Donc, presque tout le monde est d'accord pour dire que vous aviez des sous pour la voiture. Je ne sais pas si c'est justifié ou pas, la procédure ne nous le dit pas. Elle m'avait laissé un peu d'argent, je crois qu'elle devait acheter entre 100 et 200 grammes, ça c'est sûr. Donc il est au courant même de ce que vous voulez acheter. Hein? Alors je sais pas comment, mais il est au courant. Pouvez-vous me dire si votre mère consomme des produits stupéfiants? Bah oui, je vais dire normal. Je sais pas comment ça marche, je sais que c'était pour elle, mais pas que pour elle. L'avez-vous vu consommer de l'héroïne? Ben oui, mais rarement. Elle prenait de l'héroïne avec une paille du McDo même. Elle s'est cachée la première fois, on en a reparlé. Donc, ils ont découvert également les flacons de méthadone. Ils lui posent la question de savoir à quoi ça sert. Je crois que c'est lorsqu'elle est en manque. On découvre une balance chez vous, de la même manière qu'on en découvre une chez monsieur. À quoi ça servait? Bah, c'est pour peser l'héroïne. Pourquoi la pesait-elle? Bah, pour la quantité, quoi. Votre fils, il est très, très au courant, hein. Donc, on lui pose une question qui est intéressante aussi. On lui pose la question, vous admettez qu'il lui arrive d'en vendre? Oui, de temps en temps. Lorsque je suis dans ma chambre, j'entends frapper à la porte, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Si elle en vend un tous les 2 ou 3 jours, c'est quand même pas mal. On peut faire nos courses à l'Inter. C'est grave, hein? C'est très grave ce qu'il est en train de dire, votre fils. Ça veut dire qu'il est tout à fait conscient que vous procurez de l'héroïne, que vous en vendez, mais que toute la famille vit avec cet argent de l'héroïne. Je me disais pas que c'était pour en racheter, quoi. Donc, qu'entendez-vous par un, puisqu'il dit elle en vend un tous les 2 ou 3 jours, bah, 1 gramme d'héroïne, pour lui, c'est évident. Manquez-vous de quelque chose dans votre quotidien? Non. Alors, remplissez le frigo avant d'aller acheter sa machine. Moi, je trouve ça très triste. Vous avez beaucoup de chance d'avoir encore vos enfants et que le juge pour enfants ne se soit pas aperçu de tout ce qui se passait chez vous. Vous avez une procédure pour homicide involontaire pour avoir procuré de l'héroïne, donné ou vendu, peu importe, à quelqu'un qui en est mort
Et vous continuez à faire du trafic, parce que là, c'est du trafic que vous faisiez chez vous, en présence de vos enfants. Vous n'avez pas un jour peur qu'un jour, ce soit vos enfants qui décèdent de ça? Non. Vous-même, vous devriez avoir peur, mais pour votre santé à vous. Mais vous vivez votre addiction, même si on peut considérer que c'est une maladie, vous vivez votre addiction en présence de vos enfants. Mais je dialogue beaucoup avec eux. Mais je ne suis pas sûre que ce soit suffisant. Sans compter que, apparemment, quand les autorités se sont déplacées chez vous, ils sont aperçus que c'était un véritable taudis chez vous. Oui, là, ça faisait 3 jours, oui. C'est votre mari qui aurait fait le ménage, mais il paraît que c'était un véritable taudis, que les enfants vivaient dans des conditions abominables. Avec les chats, oui. Avec les chats, une vingtaine de chats pour une seule caisse, on peut imaginer ce que ça peut donner, rien que ça. Rien que ça. Même ils ont tous enlevé, là. Oui, peut-être une chance, hein. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est triste. C'est triste, oui, effectivement. Je partage tout à fait votre opinion. C'est très triste, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'avez pas réagi avant. Alors vous, monsieur, pourquoi vous n'avez pas réagi avant? Parce que ça vous procurait un peu d'argent? Oui, un peu, oui. Mais C'est plus facile que d'aller travailler. non, c'est pas ça. C'est que justement, il fallait que je rechange complètement de travail. À cause de mon accident, je peux plus travailler dans le bâtiment. Mais le fait d'avoir eu un problème de santé, qui est quand même un problème assez grave, puisque vous avez fait l'objet d'un pontage, c'est bien ça? Oui. Ça vous fait pas peur de consommer 4 à 5 grammes par jour? Si, justement, j'avais réduit, parce que j'étais à plus, et j'avais descendu de moi-même. Et vous êtes descendu jusqu'à combien? J'étais descendu de 2 grammes. Et là, vous avez pris un traitement avant de venir? Oui. Vous avez pris quoi? De la méthadone? Oui. Parce que vous avez encore les stigmates de la personne qui est en état de manque. Ouais. Quand vous conduisez pour aller à Maastricht, vous êtes en état de... Vous avez consommé de l'héroïne? Un petit peu. Un petit peu, oui. Vous avez précisé que vous preniez un rail avant d'y aller, pour être bien pour le voyage. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Moi, je pense qu'effectivement, vous avez presque de la chance d'avoir été interpellé avant d'en passer vraiment à des très grosses quantités. Déjà là, c'est des très grosses quantités que vous avez passées. C'est des quantités très importantes qui signifient que vous faites un trafic assez important. C'était justement pour plus y aller souvent, quoi. Ouais. Oui, mais à la fois, quand on se renseigne auprès de... Il doit bien le voir. Quand on se renseigne auprès du dénommé Rachid pour savoir comment passer plus de quantité, on peut douter de votre volonté d'arrêter le trafic. Hein. C'était pour justement pas y aller souvent. Oui. D'ailleurs, les réquisitions téléphoniques qui ont été faites montrent que votre portable, l'un de vos portables, puisque vous en aviez plusieurs, madame, l'un de vos portables sonne et vous étiez en garde à vue, le téléphone continue à sonner et certains messages arrivent et c'est des messages où on vous demande, ce sont des clients à vous, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, ce sont des clients à vous qui vous demandent d'être approvisionnés. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a bien un trafic. Oui, mais trafic quand même. Ça veut dire que quand on trafique, on empoisonne non seulement soi, mais les autres. Et vous le savez d'autant plus que vous avez une procédure en cours pour ça. Bien, Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Vous souhaitez peut-être lire les conclusions de l'administration des douanes pour les amendes douanières? Oui, l'administration des douanes, effectivement, se fait une demande et demande donc d'accueillir l'administration des douanes dans ses poursuites, de condamner en répression l'un comme l'autre à une amende solidaire de 24 000 €
conformément aux dispositions des articles 414 et 437 du Code des douanes, de prononcer la confiscation du véhicule Volkswagen type Bora avec lequel vous avez été pris à Thionville, de dire que la contrainte judiciaire, s'il convient de la prononcer et de l'exercer, s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale. Oui, je vous remercie, Madame le Président, Mesdames du tribunal. Hélas, j'allais dire, comme d'habitude, dans ce genre d'affaires impliquant des toxicomanes, c'est la première fois qu'ils se font prendre avec une telle quantité. C'est vraiment la faute à pas de chance. Et bien évidemment, au grand jamais, avant, de telles quantités avaient été importées. Je crois que le tribunal ne sera pas dupe de ce type d'argumentation, compte tenu notamment des éléments apportés, non pas bien sûr par les prévenus, mais en tout cas par leur entourage. Et surtout lorsque l'on voit les quantités investies dans ce trafic, 4 000 € pour l'un, alors qu'il est dénué de toute ressource depuis de nombreux mois. 1 000 € pour l'autre, alors qu'elle n'a guère plus de ressources, si ce n'est les quelques subsides que son mari lui apporte. Ce qui m'a marqué dans l'évocation de cette affaire, c'est le témoignage tout à fait édifiant et qui nous prouve, encore une fois, s'il en était besoin, à quel point la toxicomanie peut éloigner les gens du bon sens commun. Je crois que c'est tout à fait éclairant d'avoir lu le témoignage de l'enfant aîné. Je n'ose imaginer ce qu'il en est des enfants un petit peu plus jeunes, mais suffisamment grands pour être en âge de comprendre ce que fait leur mère et le trafic auquel se livre leur mère. Avec, et là encore c'est une constante, une mise en cause des autres. C'est jamais la faute de l'un comme de l'autre. C'est parce qu'il a été licencié, c'est parce que sa femme l'a quitté. Et en ce qui la concerne, c'est parce qu'on lui a donné du Subutex alors qu'elle voulait de la méthadone. Aucune remise en cause. Et pour autant, ces personnes qui sont dépendantes, c'est un fait, je ne vais certainement pas le contester, ont néanmoins suffisamment de lucidité et ont dans cette affaire eu suffisamment de lucidité pour créer une véritable entreprise d'importation de produits stupéfiants. Une entreprise lucrative, vous avez rappelé cette marge non négligeable puisque, petit calcul tout bête, mais pour chaque gramme d'héroïne vendue, c'est 18 € de marge qui sont réalisés par l'un comme par l'autre. Raison pour laquelle je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation des deux prévenus, de prononcer à leur encontre une peine que je souhaite commune compte tenu finalement de leur ancienneté commune dans ce type d'affaires et en tout cas des quantités importées, de prononcer une peine de 4 à 5 ans d'emprisonnement dont une partie, mais une partie seulement, sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant principalement une obligation de soins, une interdiction également de quitter le territoire national. Je vous demanderai également d'ordonner la confiscation des scellés et de délivrer un mandat de dépôt. Merci, Madame le procureur. Maître, vous avez la parole. Oui, Madame le Président, Mesdames du tribunal, quelques observations dans ce dossier. J'ai entendu les réquisitions de Madame le procureur qui parlait d'une entreprise d'importation avec des profits importants. Et pour autant, avocat de la défense, on a l'habitude de traiter ce genre de dossier. Et j'allais dire, c'est un schéma assez classique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, un schéma classique pour tout consommateur de stupéfiants qui n'arrive plus à subvenir à sa consommation quotidienne et qui en vient à faire du trafic de stupéfiants. Première observation. La deuxième observation, pour répondre encore une fois à Mme le procureur, sur le côté lucratif, j'ai été en peine dans la procédure de trouver des signes ostentatoires de richesse chez mes deux clients. Il n'y a pas eu de saisie opérée chez eux de véhicules, de TV particuliers, en tout cas d'écrans LCD qui manifestement montreraient que ces derniers aient vraiment bénéficié de ce trafic. La dernière observation dans ce dossier, Madame le Président, ça sera bien évidemment sur les peines que vous aurez prononcées quant à la situation, parce que je vous demande bien évidemment d'individualiser ces peines à l'égard de la situation des deux prévenus et de distinguer le rôle de chacun, puisque ce n'est pas un business qu'ils avaient véritablement organisé tous les deux, mais ces derniers avaient chacun trafiquait de son côté. Alors, j'ai entendu une peine similaire, une peine
et là je le dis tout de suite à titre liminaire, une peine qui m'apparaît considérable, parce qu'il y a une certaine jurisprudence quand même dans ce tribunal. Et la semaine dernière, j'ai quand même un prévenu qui est revenu en récidive et qui n'a pas eu une peine si importante que ça. Alors là, aujourd'hui, on vient me dire 4 à 5 ans de prison, j'ai l'impression qu'on veut faire un cas d'école pour mes deux prévenus, et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'ils sont encore primo-délinquants. Ils n'ont pas de casier judiciaire concernant des problèmes liés aux stupéfiants pour le moment. Je le sais. Il y a effectivement une procédure en cours, mais ils ne sont pas jugés. En tout cas, madame n'est pas encore jugée. Cette dernière s'est associée, s'est jointe à monsieur dans ce voyage-là. Mais ce n'est pas elle qui a ramené la plus grosse quantité de stupéfiants. Je vous ai dit qu'elle n'avait jamais été incarcérée. Je pense que c'est une condition à prendre en charge quant à la peine que vous aurez à prononcer, sa situation bien évidemment familiale et le fait qu'elle a su s'en sortir à un moment donné de sa vie, mais malheureusement elle a replongé, et elle a replongé parce que je crois qu'elle n'a pas été réellement soutenue dans cette démarche. Concernant monsieur, comment peut-on raisonnablement venir solliciter, requérir 4 à 5 ans de prison pour quelqu'un qui n'a jamais été averti? Parce qu'on peut considérer que madame a été avertie, ou en tout cas aurait pu se poser des questions par rapport à l'incident dont elle devra en tout cas répondre prochainement dans votre juridiction. Mais monsieur, lui, il n'a jamais été averti, il n'a jamais été entendu, placé en garde à vue, inquiété pour ce type de comportement. Et je trouve que la sanction serait relativement lourde compte tenu des différentes décisions que vous êtes amenés à rendre. Et les peines qui sont sollicitées aujourd'hui reviennent à solliciter des peines planchées. Je trouve ça beaucoup trop important, et c'est pour la raison pour laquelle je vous demande de les diminuer, de réduire ça à plus juste proportion. Une dernière observation concernant la constitution fiscale qui est faite par les douanes. Je suis encore une fois très étonné, puisque le barème peut évoluer d'une semaine sur l'autre. Puisque la semaine dernière, pour 1,68 kg, on est venu solliciter 16 000 € d'amende, et puis aujourd'hui, pour 800 grammes, on vient demander 24 000 €. Je suis assez étonné, et j'ai cherché une explication, et visiblement, il n'y en a pas beaucoup dans la Constitution des douanes, sur la fluctuation des prix du marché. Alors je sais que ça évolue très rapidement, mais c'est plus rapide que le pétrole en ce moment, visiblement. Donc je vous demande quand même de ramener également cette amende à plus juste proportion, sachant que les deux prévenus, si vous condamnez à cette amende fiscale, sont quasiment indigents, donc n'auront pas les facultés contributives pour rembourser une éventuelle dette fiscale. Merci, maître. Donc, le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur, vous levez, vous restez debout. Le tribunal vous déclare coupable des faits pour lesquels vous êtes poursuivi et prononce une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de soins, obligation de travailler, interdiction d'entrer en contact avec le coauteur et, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de sortir du territoire français pendant 5 ans. Lydia, vous pouvez vous asseoir. Lydia, vous êtes déclarée coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, le tribunal vous condamne à 4 ans d'emprisonnement, dont 12 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de soins, de travail, interdiction de fréquenter le coauteur et l'interdiction également de sortir du territoire national pendant 5 ans à titre de peine complémentaire. Prononce la confiscation des scellés, maintient Stéphane et Lydia en détention. Sur l'action douanière, déclare l'un comme l'autre coupable, reçoit l'administration ses poursuites, condamne solidairement à payer la somme de 24 000 €, prononce la confiscation du véhicule au profit de l'administration des douanes et dit que la contrainte judiciaire s'appliquera conformément aux articles 749 et suivants du Code de procédure pénale. Donc les peines qui vous regardent l'un comme l'autre sont des peines qui sont importantes au regard donc, des faits pour lesquels vous avez été déclaré coupable. Cette peine est assortie à chaque fois d'un sursis avec mise à l'épreuve, c'est-à-dire qu'à votre sortie de détention, vous serez suivi par le juge de l'application des peines et des travailleurs sociaux. Vous aurez donc une obligation de soins, une obligation de travailler, l'interdiction d'entrer en contact avec le coauteur.
Ces interdictions, le juge de l'application des peines veillera à ce qu'elles soient respectées. Si elles ne sont pas respectées, donc la peine de 1 an, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, sera remise à exécution, risquera d'être remise à exécution par voie de révocation. Bien, l'audience est levée. Les prévenus ont fait appel à la décision. La Cour d'appel de Dijon les a condamnés à une peine de 3 ans de prison ferme et 24 000 € d'amende douanière. L'affaire d'homicide involontaire évoquée durant l'audience a été jugée 1 mois plus tard au tribunal de grande instance de Chaumont. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.